Bonjour à tous. Je me présente, Rémi Lazari, donc directeur de recherche à l'Institut des nanosciences de Paris. Et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui avec Xavier Carrier, qui est professeur ASU et chercheur au laboratoire de réactivité des surfaces. Donc aujourd'hui, il s'agit donc d'un webinaire dans le cadre de l'Institut de sciences des matériaux, donc de l'Alliance Sorbonne-Université, qui a pour vocation, comme l'avait rappelé la semaine dernière déjà, à Baye, de favoriser l'interdisciplinarité physique-chimie au sein des laboratoires de l'Alliance. Et parmi les activités donc de IMAT, il y a tout un cycle qui est organisé autour des matériaux, de la recherche et de l'innovation, avec un certain nombre de webinaires, dont le premier était plutôt orienté sur l'insertion professionnelle et les trois suivants, donc, qui concernent des chercheurs un peu plus seniors qui vont nous parler un petit peu de l'utilisation des matériaux sur le plan industriel. Alors, dans des industries, au passage, dites lourdes, c'est-à-dire l'industrie verrière, du ciment et de l'acier, donc où il y a quand même des questions qui sont assez prégnantes sur le plan écologique. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'immense honneur d'accueillir Emmanuelle Gouillard, donc, qui est directrice scientifique à Saint-Gobain Recherche, donc qui est un laboratoire assez amont de recherche du groupe Saint-Gobain. Alors, Saint-Gobain, c'est une très vieille entreprise. Je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais même plus déjà, j'ai déjà oublié, que Saint-Gobain a fêté ses 350 ans, puisque c'est une entreprise multinationale française qui a une longue histoire et qui dérive un petit peu de la manufacture royale des glaces de Saint-Gobain. Donc, qui remonte à un bon moment. Et donc aujourd'hui, donc Emmanuel va nous essayer de nous parler d'une des activités, c'est pas la seule en fait, de Saint-Gobain qui tourne autour du verre, qui est la plus connue, mais Saint-Gobain quand même une multinationale centrée surtout sur les matériaux de construction. Alors, donc Emmanuel, pour rapidement la présenter, comme je l'ai dit, est directrice scientifique du centre de Saint-Gobain Recherche à Aubervilliers. Elle a fait sa thèse au CEA Saclay en mécanique des fluides et aussi à l'Imperial College. Et puis elle a tout de suite rejoint en fait l'unité mixte de recherche CNRS Saint-Gobain entre donc Saint-Gobain Recherche et le CNRS à Aubervilliers. Elle a développé toute une activité dans cette équipe autour de un petit peu de le transport dans les verres à haute température, mais aussi dans les couches minces. Donc, je suis sûr dont elle va nous parler. Et tout ceci matiné aussi d'un grand intérêt pour tous les logiciels libres, ce qui est assez. Je ne sais pas si elle nous en parlera aussi. Donc, elle est rapidement devenue directrice de ce laboratoire en 2007, si j'ai bien noté. Et depuis l'année dernière, elle est directrice scientifique du centre de Saint-Gobain Recherche qui compte, je ne sais plus combien, 200, 300 peut-être chercheurs. Quasiment 500. Ah oui, Quasiment 500. Ah, je parle 500 oui, en chercheur, c'est 500 personnes en plutôt tout. 200, Voilà. entre 200 et Ouais. 300. Voilà. Donc, Emmanuel va nous parler de l'utilisation du verre et des couches minces dans la construction durable. Donc, et puis, s'en suivra une discussion. Donc, vous serez libre, bien évidemment, de prendre la parole, que ce soit directement au travers de l'écran ou au travers du chat. Donc, Emmanuel, je te laisse la parole. Super, merci beaucoup Rémi pour cette longue introduction où tu as déjà dit beaucoup de choses, donc c'est super. Et merci beaucoup de m'avoir invité à ce cycle de conférences. Moi, ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec les étudiants. Je pense que c'est quelque chose de vraiment important, d'avoir l'opportunité, bien sûr, de se former, d'acquérir beaucoup de compétences scientifiques, mais aussi de commencer à avoir des idées sur qu'est-ce qu'on peut faire dans le monde du travail, en particulier dans l'industrie. Donc, encore une fois, ça me fait très plaisir. Donc, pour la partie présentation, je vais commencer, je vais bientôt partager ma présentation, donc, par vous redire quelques mots sur mon parcours. Donc, Rémi a déjà dit beaucoup de choses, mais plutôt pour vous montrer quelques petites images et puis pour que ensuite vous puissiez éventuellement rebondir dans la discussion. Je pense que c'est important de parler de sciences de technologie, mais aussi de parler de carrière, de parcours, de qu'est-ce que on peut faire à titre individuel. Je dirais quelques mots sur Saint-Gobain et Saint-Gobain Recherche Paris ensuite. Et puis ensuite, on plongera dans ce sujet sur le verre pour la construction durable.
qui est un sujet avec une présentation relativement grand public, mais où j'aurai quelques petits focus sur des sujets plus de recherche, même très amont. Certains, dont Rémi, pourront se reconnaître dans certaines photos, par exemple. Alors, je commence par partager. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui, très bien. Très bien. Voilà, des têtes qui disent oui. Donc, alors, quelques mots sur mon parcours. Donc, cette image, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air assez abstrait. C'est une image qui vient de ma thèse. Donc, j'ai fait des études en physique théorique, donc des choses qui sont finalement assez loin de la recherche appliquée. C'est pour vous montrer qu'on peut faire des études qui sont relativement théoriques et ça ne ferme pas du tout des portes ensuite pour la R&D. C'était une thèse qui était en lien déjà avec Saint-Gobain, une thèse de mécanique des fluides et de matières molles, où on cherchait à comprendre des mécanismes de mélange des fluides avec, pour l'application, le mélange de différents, du verre dans les fours verriers pour qu'il soit le plus homogène possible. Et c'est à cette occasion que j'ai pu travailler à Imperial College à Londres et au CEA de Saclay. J'ai eu la possibilité, après ma thèse, de rejoindre Saint-Gobain Recherche Paris, donc le centre où je travaille actuellement, et d'intégrer l'unité mixte avec le CNRS. Donc en fait, j'ai toujours travaillé en lien entre à la fois la recherche industrielle de Saint-Gobain, mais le monde académique. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de faire des ponts entre ces différentes parties de la recherche, d'essayer de faire un dialogue le plus fructueux possible pour à la fois amener des sujets industriels vers les laboratoires académiques et puis évidemment profiter des connaissances qu'il y a dans les laboratoires académiques pour les recherches industrielles. Et à cette occasion, j'ai commencé à faire des manips autour de l'élaboration des verres. Donc, je suis passée de la mécanique des fluides à plus des sujets de matériaux. Et quelque chose qui nous intéressait, c'est les réactions entre les matières premières du verre à haute température. Pour ça, on a fait un certain nombre de manips au synchrotron, au synchrotron là, de Grenoble à l'ESRF, où on regardait le sable, les carbonates, ça je vous reparlerai de ces matériaux, qui réagissent ensemble à haute température pour vraiment comprendre la cinétique de ces réactions. Et donc, c'était dans l'unité mixte, donc des sujets qu'on a traités sous forme de thèse, avec l'équipe là que vous voyez de l'unité mixte CNRS Saint-Gobain, où vous voyez derrière, dans le fond, les vitrages du centre de recherche. Donc, il y a Aubervilliers, pas loin juste à la frontière de Paris. Et donc, ce laboratoire mixte, j'en suis devenue directrice à partir de 2013 jusqu'à 2019. Et tu l'as brièvement évoqué, Rémi. En parallèle, moi, j'ai toujours eu un intérêt, en plus des travaux vraiment de recherche scientifique, pour les outils logiciels et en particulier le logiciel libre. Ça m'est venu donc lors de ces manips au synchrotron où on faisait des acquisitions de très gros volumes de données sous forme d'images. Et quand on veut faire du traitement de données, eh bien, c'est important d'avoir des bons outils pour traiter ces données. Et il y a une communauté qui est très vivante autour du logiciel libre en Python. Et j'ai pu participer à la fois à du développement logiciel de modules de traitement d'images comme Scikit-Image, certains d'entre vous connaissent peut-être si vous faites du traitement de données en Python, et de manière plus générale à contribuer à l'enseignement de Python aux scientifiques lors de conférences, de tutoriels, etc. Donc ça, c'était un peu mon hobby, ma passion secondaire, mais j'aimais tellement ça que j'ai fait une année sabbatique en start-up pour faire du développement logiciel il y a quelques années, avant de revenir à Saint-Gobain Recherche, où je suis devenue directrice scientifique. Donc voilà pour mon parcours, pour vous donner quelques éléments. On pourra plus en parler de mon parcours, mais aussi d'autres parcours qui peuvent être très variés à Saint-Gobain lors de la session de discussion. Je vais maintenant vous dire quelques mots sur Saint-Gobain.
Alors, en commençant par vraiment des généralités, parce qu'on rentrera plus dans les détails sur la partie verre et construction lors de l'exposé par la suite. Rémi l'a dit, Saint-Gobain, c'est une grande multinationale, c'est un groupe très grand qui existe depuis très longtemps, 350 ans, presque 170 000 personnes, présents sur beaucoup de continents. Quelque chose qui est très important au-delà de la taille de Saint-Gobain, c'est l'engagement pour la neutralité carbone, qui est quelque chose de très fort pour Saint-Gobain. Donc, neutralité carbone en 2050, mais 2050, c'est dans quelques temps. Il faut absolument s'assurer d'avoir des objectifs plus tôt. Et en particulier, on a des engagements de réduire d'un tiers notre empreinte carbone d'ici 2030. Donc, c'est bientôt. Et quand on est un groupe qui fabrique beaucoup de choses, on est dans les matériaux de construction, dans leur production, dans leur distribution, ça implique beaucoup de changements, comme on va le voir ensuite. Ce groupe mondial s'appuie sur une forte capacité d'innovation, donc une partie importante en recherche et développement, qui là encore est internationale. On a des centres de recherche dans plusieurs continents, donc plusieurs en Europe. Notre centre à Paris est un peu le vaisseau amiral de ces 8 centres de recherche transversaux, mais vous en retrouvez aussi en Amérique du Nord, en Brésil, en Chine, en Inde, avec des échanges entre les différents centres. C'est vraiment une communauté de chercheurs. Donc, un petit focus sur Saint-Gobain Recherche, le centre de Paris, avec là encore quelques chiffres. Donc, on est presque 500. C'est un centre relativement international. On est très heureux d'avoir plus de 40% de femmes. Là, vous voyez en bas une photo qui a été prise la semaine dernière à l'occasion de la Journée internationale des femmes en sciences. Donc, il faut retenir que c'est un centre où il fait bon vivre, qu'on soit un homme ou une femme. Les femmes et les hommes sont bien représentés. Et c'est un centre où on fait les activités les plus amont de la recherche de Saint-Gobain. Donc, quand on embauche des personnes pour être ingénieurs de recherche, c'est presque toujours des personnes qu'on embauche après une thèse, qui ont un doctorat. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres centres de Saint-Gobain. Donc, je crois qu'il y a pas mal de personnes qui sont en master dans l'audience, mais aussi des personnes qui sont en thèse. Si vous posez la question, par exemple, de faire une thèse ou pas, ça peut ensuite vous orienter plutôt vers la recherche ou plutôt vers le développement. Chez nous, ce sont des personnes qui ont des thèses. Quelques mots sur les compétences qu'on a dans notre centre de recherche. Donc, à Saint-Gobain Recherche, on travaille pour toutes les activités de Saint-Gobain. Et Rémi l'a dit, Saint-Gobain travaille produit des matériaux de construction. Donc, on a ces activités sur le verre dont on va beaucoup parler aujourd'hui, à la fois le verre pour le verre plat, pour l'isolation, un gros travail sur les procédés aussi, qui du coup met en jeu des compétences en thermique, en mécanique des fluides. Et puis, on va beaucoup parler de couches minces aussi dans mon exposé. On a plusieurs départements qui s'occupent ou des couches minces sous forme par voie solide ou alors des revêtements liquides. Donc ça, c'est vraiment des départements qui travaillent sur le verre et ses couches minces. Mais Saint-Gobain, c'est aussi beaucoup d'autres matériaux de construction. Et on a des activités sur le plâtre, sur le ciment, sur les mortiers. Donc là, on parle encore de matériaux inorganiques, mais aussi sur des matériaux organiques comme les polymères et les résines qui se développent de plus en plus. Et là encore, on a le travail sur les matériaux, mais aussi le travail sur les procédés. Donc, vous commencez peut-être déjà à voir que c'est très multicompétences, que souvent, en fait, les sujets sont assez transverses. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai pas mal dans mon exposé, c'est que souvent, les sujets industriels nécessitent de mettre en jeu des compétences assez variées. Et puis, un volet qui est plus récent dans nos activités, c'est tout ce qui est science autour de ce qu'on appelle la science du bâtiment, la building science, c'est-à-dire s'intéresser non seulement aux solutions pour leur performance, mais aussi du point de vue de l'utilisateur final, c'est-à-dire des mesures, par exemple, du confort. Qu'est-ce qui fait que
un habitant d'un bâtiment peut trouver que l'isolation thermique est bonne. Ce sera bien sûr des performances purement sur la thermique, mais aussi une sensibilité à l'humidité, un certain nombre de mesures qu'il faut mettre ensemble et puis corréler avec du ressenti d'utilisateur. Et c'est là qu'on fait intervenir aussi des compétences en sciences humaines. On a des chercheurs en design, en sociologie, qui travaillent en lien avec nos équipes qui sont plus sur la physique, sur la métrologie, sur la science des données aussi. Tout ce qui est autour des mathématiques appliquées, de la science des données est de plus en plus présent. Quelques photos de personnes qui travaillent dans notre centre de recherche pour, là encore, insister sur le caractère pluridisciplinaire qu'on a, des personnes qui souvent travaillent en équipe. Nos départements sont organisés par compétences, mais pour les sujets, on fait travailler souvent plusieurs personnes qui ont des compétences différentes. Et puis, vous voyez aussi que les personnes sont en général assez jeunes. La moyenne d'âge, c'est 37 ans sur le centre, parce que la recherche, c'est une porte d'entrée pour faire aussi beaucoup d'autres choses ensuite dans le groupe. Donc, on embauche beaucoup de gens après la thèse. Certains font leur carrière en recherche et développement, d'autres se tournent ensuite vers d'autres métiers dans Saint-Gobain, ce qui fait globalement une ambiance relativement jeune. Voilà. Donc, je vais maintenant passer à la partie vraiment sur ce séminaire sur la construction durable, et en particulier sur le rôle du verre dans cette construction durable. Voilà. Puisque je vous l'ai dit, Saint-Gobain fabrique beaucoup de matériaux de construction, du plâtre, des mortiers, des matériaux pour les plafonds, mais le verre, c'est le matériau un peu historique de Saint-Gobain, puisque Saint-Gobain, ça a commencé avec la Galerie des Glaces à Versailles. Et dans ses objectifs de réduire l'empreinte carbone de la construction, eh bien, nous pensons à Saint-Gobain que le verre a un rôle majeur à jouer. Alors, avant de commencer, je voudrais que derrière votre écran, vous posiez un petit peu une question. Peut-être que vous connaissez la réponse, peut-être pas. Mais quel est, d'après vous, le rôle du bâtiment, de la construction dans l'empreinte carbone globale, mondiale? Vous savez peut-être que chaque année, à l'échelle mondiale, on émet 50 milliards de tonnes de CO2 dans le monde. Quel pourcentage vient des bâtiments et de la construction d'après vous? Voilà. Essayez de réfléchir à un chiffre. Alors, la réponse, c'est 40% de l'empreinte carbone mondiale. C'est énorme, 40%, presque une moitié, qui est émise dans les bâtiments. Alors, dans ces 40%, il y en a 12% qui viennent de la construction et il y en a le reste qui vient de l'usage. Donc, la construction, c'est en particulier tout ce qui est émissions carbone pendant la fabrication des matériaux de construction. Ça, on y reviendra pour le verre. Et puis, le reste des 28%, c'est une grosse partie, le chauffage et la climatisation des bâtiments, qui est due notamment à une isolation trop médiocre des bâtiments. Donc, vous savez très bien quelles sont les conséquences de ces émissions trop importantes de CO2. Vous savez qu'on est déjà confronté à des conséquences désastreuses du réchauffement climatique. Donc, il n'y a pas le choix, il faut agir, il faut réduire cette empreinte carbone. Et la partie climatisation et chauffage, la partie réduire cette partie-là, c'est quelque chose qui a été identifié comme relativement facile parce que les solutions techniques existent déjà. Donc, dans cet exposé, moi j'aimerais discuter du rôle du verre sur les deux parties, c'est-à-dire l'empreinte carbone lors de la construction, quel est le rôle du verre dans cette empreinte carbone globale, et puis comment est-ce qu'on peut réduire l'empreinte carbone,
Et également, donc, pour la partie vraiment dans les fours verriers, ça, on commencera par ça, parler de l'empreinte carbone des procédés. Et puis, on verra ensuite que comme utilisation du verre dans les matériaux de construction, le verre est intéressant pour isoler les bâtiments. Donc, on parlera bien sûr de la laine de verre, qui est un matériau très classique et performant pour l'isolation thermique. Et puis, on parlera aussi des vitrages, puisque quand on pense au verre, c'est le matériau auquel on pense en premier. Et puis, il y aura entre les deux un petit ingrédient surprise que vous ne connaissez pas forcément sur l'utilisation de verre dans le bâtiment. Donc voilà pour le plan de cet exposé, où je vais parler de choses relativement générales, mais avec quelques petits exemples sur ce qu'on fait dans le centre de recherche pour avancer sur ces sujets. Voilà. Donc, on va commencer par les procédés d'élaboration des verres, vraiment par la naissance du verre dans les fours verriers. Donc, vous avez sur cette image une vue aérienne d'un four verrier à Aniche, dans le nord de la France. Vous pouvez voir la taille de ce four verrier par rapport à la ville environnante. C'est énorme, c'est la taille d'un quartier, vraiment. Et si on peut commencer à isoler le four et les différentes parties du procédé avec le four lui-même, les entrepôts dans lesquels il y a les matières premières. Donc le four, il y a la fusion à haute température. Puis le float, c'est le bain d'étain sur laquelle le verre est coulé pour former une vitre, une plaque qui est extrêmement lisse et plate. Ensuite, annealing, c'est on a le recuit du verre qui est ensuite découpé et ensuite les entrepôts pour entreposer le verre. Voilà. Alors, d'où vient l'empreinte carbone? Elle vient avant tout de la partie fusion qui se fait à vraiment haute température. Alors, vous avez ici une vue de l'intérieur d'un four avec ces flammes qui sont avant tout du gaz naturel qui vont chauffer les matières premières granulaires du verre à très haute température, à 1500 degrés. Donc 1500 degrés, pour ceux d'entre vous qui font de la science des matériaux, vous savez que c'est par exemple la température de fusion du fer. C'est extrêmement haut comme température. Peu de matériaux résistent à ces températures. Donc, des dépenses énergétiques fortes qui viennent de l'énergie et qui comptent pour 2/3 de l'empreinte carbone. Et puis, un autre tiers vient des matières premières. Ces matières premières, ce sont des poudres, des matières premières granulaires, du sable, mais aussi des carbonates qui ont une empreinte carbone en perdant leur CO2. Donc, pour réduire l'empreinte carbone, il n'y a pas le choix, il faut travailler sur les deux, à la fois sur l'énergie et sur les matières premières. Vous avez ici une vue en coupe d'un four où vous avez quelques chiffres en plus. Je ne vais pas tous les commenter, mais pour vous rappeler, enfin pour vous montrer à nouveau que l'empreinte carbone, c'est avant tout cette partie fusion. Un four verrier qui fait 600 tonnes de verre par jour. Hein, on parle d'industrie lourde, Rémi l'a dit, c'est vraiment des quantités énormes. Eh bien, émet 110 kilotonnes de CO2 par an pour la partie fusion. Et puis, pour la partie découpe, pour la partie coteur avec les couches minces, ce dont on parlera à la fin, c'est beaucoup plus raisonnable. Donc, en première approximation, on peut vraiment considérer que c'est la partie fusion avec l'énergie et les matières premières. Donc, avant de parler de comment réduire cette empreinte carbone, je voudrais juste vous faire noter quelques ordres de grandeur, comment le verre se compare avec d'autres matériaux, puisque donc, quand on va fabriquer 1 kilo de verre en Europe, eh bien, on va émettre 600 grammes de CO2 pour fabriquer ce kilo de verre. Donc, c'est trop, il faut aller à zéro. On ne peut pas du tout se satisfaire de ça. Cependant, ce n'est pas si mal par rapport à d'autres matériaux, juste pour que vous ayez les ordres de grandeur en tête. Le ciment, par exemple, c'est 0,9 kg de CO2 par kilo de ciment produit. L'acier, c'est 1,8.
Le plastique, c'est encore pire, comme c'est pétro-sourcé. Et donc, on part d'une situation qui se compare plutôt bien avec d'autres matériaux faits ou à haute température, comme le ciment et l'acier, ou des plastiques pétro-sourcés. Voilà. Mais ça, il n'y a pas à hésiter, ce n'est pas quelque chose qu'on peut garder. Il faut aller à 0 kg de CO2 par kilo de verre produit. Comment est-ce qu'on va faire ça? On a dit, il y a l'énergie, les matières premières. Donc, la meilleure énergie, c'est celle déjà qu'on ne consomme pas. Et les procédés d'élaboration des verres sont en fait déjà relativement optimisés. Ça explique pourquoi finalement le verre se compare plutôt bien à d'autres matériaux. Sur ce schéma, c'est une coupe du four, le long du four, où vous voyez ici le bain de verre, les flammes qui viennent chauffer les matières premières. Et en fait, vous avez sur le côté deux énormes échangeurs thermiques qui sont à base vraiment de colonnes de matériaux réfractaires qui vont servir de réservoir de la chaleur résiduelle qui vient des flammes, qui vont ensuite pouvoir préchauffer l'air qui va revenir pour la prochaine flamme. Donc, sur le plan de la thermique, il y a déjà beaucoup de choses qui sont optimisées. Par contre, comment est-ce qu'on peut faire pour décarboner l'énergie qu'on utilise? Eh bien, je vous ai dit, l'énergie qu'on utilise actuellement, c'est avant tout du gaz naturel pour le verre plat. Une idée, ça peut être de passer à du biogaz, du biométhane, qui est toujours du méthane carboné, mais obtenu en cycle court, donc renouvelable, car il est obtenu, par exemple, à partir de déchets agricoles ou de stations d'épuration. Donc, c'est une source d'énergie qui est extrêmement intéressante et qu'il faut développer plus. Cependant, les volumes disponibles, ce n'est pas évident qu'on arrivera à avoir des volumes suffisants pour toute l'industrie qui a besoin de remplacer le gaz naturel. On a donc besoin d'autres sources d'énergie sous forme de gaz. Et vous savez peut-être qu'on a toute une filière qui est en train de se mettre en place autour de l'hydrogène, parce que l'hydrogène, c'est un vecteur d'énergie qui, quand il réagit, sa combustion avec de l'oxygène, produit uniquement de l'eau, pas de CO2. C'est super intéressant. Cependant, il y a un petit hic, il faut être sûr que l'hydrogène a été produit de manière décarbonée, donc pas à base de gaz naturel comme c'est le cas à l'heure actuelle, mais par exemple à base d'électricité par l'électrolyse de l'eau. Donc c'est cette filière économique qui est en train de se mettre en place et l'industrie verrière est en train d'étudier en recherche et développement la transformation de ces procédés pour inclure de l'hydrogène dans les brûleurs à la place de gaz naturel. On peut essayer d'aller encore une étape d'après et se dire, bon, si on utilise l'électricité pour produire de l'hydrogène, est-ce qu'on ne peut pas chauffer directement le bain de verre à partir d'électricité? C'est en fait ce qui est déjà fait dans les fours de l'isolation pour faire de la laine de verre, où ce sont des fours électriques où on va chauffer par effet Joule le verre liquide. Cependant, pour l'isolation et pour le verre plat, on n'a pas exactement les mêmes contraintes. Déjà, il y a une différence de taille. Là, vous voyez ce schéma d'une ligne de fabrication de la laine de verre. Le four, il n'est pas si gros par rapport au petit bonhomme ici, alors que pour le verre plat, la longueur d'un four, c'est 70 mètres, c'est énorme. Et c'est plus difficile de déployer des technologies électriques. Donc, il y a beaucoup de travail sur le développement de technologies de chauffage électrique pour l'industrie du verre plat. On a aussi des problèmes de qualité du verre. Le verre plat est extrêmement exigeant pour avoir un verre qui est parfaitement transparent, qui n'a pas de grains fondus, qui n'a pas de bulles résiduelles. Et donc, à l'échelle de la R&D, on a tout un travail sur comprendre la fusion du verre, l'élimination des bulles résiduelles. C'est des choses sur lesquelles j'ai pu travailler il y a quelques années dans le laboratoire mixte avec, par exemple, des thèses pour comprendre les réactions entre les matières premières du verre
Et là, vous avez une image de ces manips qu'on faisait en tomographie pour comprendre, par exemple, l'attaque des grains de sable, ici en jaune, par des phases intermédiaires, comprendre les chemins réactionnels et comment on pouvait favoriser certains chemins réactionnels plus efficaces. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie sur l'énergie. Maintenant, les matières premières. Donc, dans les matières premières, l'essentiel des matières premières, les 2/3, c'est du sable. Pas de problème de CO2. Par contre, un petit tiers, ce sont des carbonates, comme ce carbonate de calcium, le calcaire, qui est issu de carrières. Et dans ces cas-là, vous voyez dans la structure de ces phases cristallines, il y a du CO2 qui va s'échapper lors des réactions à haute température entre le sable et les carbonates. Donc, ces matières premières, elles sont ou d'origine naturelle obtenues dans des carrières, ou alors obtenues de manière synthétique par des procédés industriels comme le carbonate de sodium, obtenu par un des plus vieux procédés du génie chimique qu'on appelle le procédé Solvay. Et dans ces cas-là, le procédé lui-même est énergivore et a une empreinte CO2 en plus de l'émission du CO2 liée au carbonate lui-même. Alors, comment on peut se débarrasser de l'empreinte carbone liée à ces carbonates? Quand on pense au verre, une solution assez naturelle, c'est de penser au recyclage du verre. Le verre a cette particularité d'être un matériau qui est infiniment recyclable, c'est-à-dire que si vous le réchauffez, eh bien, il garde les mêmes propriétés, il n'y a vraiment pas de perte de propriété. Et c'est quelque chose qui est beaucoup fait dans l'industrie du verre en bouteille. Vous avez l'habitude de trier votre verre en flacon, en bouteille. Il y a même certains pays où on trie le verre selon différentes couleurs. Alors, est-ce qu'on peut faire ça pour le verre en bouteille, pour le verre plat, pour le verre à vitre? Alors, oui, on peut. Ce qu'il faut, c'est mettre en place toute une filière économique parce qu'il faut mettre en place le tri sur les chantiers de déconstruction, de la même manière qu'on récupère à l'heure actuelle le verre en bouteille. Il faut mettre en place le transport de ce verre recyclé à nouveau vers les usines. Et puis, il faut aussi très bien contrôler l'origine et la qualité de ce verre recyclé, puisqu'il y a des contraintes très fortes sur la teinte, sur la couleur du verre architectural. Les architectes sont très attachés à avoir vraiment la bonne couleur pour le verre qu'ils utilisent dans les bâtiments. Et on a des projets pilotes dans notre four dans le nord de la France sur le tri du calcin. Le calcin, c'est ce mot technique pour le verre recyclé, pour être capable d'ajuster extrêmement bien la teinte pour avoir la cible qu'on cherche à la fin et complétée par des matières premières. Voilà. Donc, toutes ces activités pour la décarbonation de la fusion du verre, on les retrouve beaucoup dans les sujets de notre centre de recherche à Paris, puisque vous voyez ici un slide avec les sujets qu'on a dans le département élaboration des verres de notre centre. Et une grande partie est vraiment reliée à des thématiques de développement durable et de décarbonation de nos procédés verriers. Les performances, la consommation énergétique, beaucoup de travail sur le recyclage et puis d'autres travaux qui sont plus sur les polluants. Au-delà du CO2, on travaille aussi sur les NOx par exemple. Et puis on a évidemment d'autres activités qui portent plus cette fois-ci sur la qualité du produit, sur des nouvelles formulations, mais la décarbonation occupe vraiment une grande partie de nos activités sur l'élaboration du verre. Voilà, donc ce qu'il faut retenir sur cette partie, c'est que les fours du futur vont probablement employer une combinaison de tous ces changements, c'est-à-dire ou utiliser de l'électricité pour la fusion ou de l'hydrogène fabriqué à partir d'électricité, et utiliser certaines matières premières alternatives ou en tout cas beaucoup de verre recyclé. Alors, la bonne nouvelle, c'est que même si là, on parle de sujets amont, de sujets de recherche et développement qui vont se mettre en place lors des années à venir,
eh bien, dès aujourd'hui, c'est intéressant d'utiliser le verre pour réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Pourquoi? Parce que, par exemple, on a vu que pour faire une vitre, eh bien, on a une certaine empreinte carbone, mais quand vous avez émis 1 kg de CO2 pour fabriquer le verre, eh bien, si vous remplacez un vitrage peu performant par un vitrage performant, ce dont on va discuter ensuite, eh bien, vous économisez 8 kg de CO2 le long de la vie du vitrage. Et pour la laine de verre, eh bien, le chiffre est encore plus impressionnant parce que c'est de 300. Quand vous avez émis 1 kg de CO2 pour la fabrication, eh bien, vous avez économisé 300 kg de CO2 par ce que vous avez économisé ensuite en chauffage. Alors, la laine de verre, ces matelas qui sont constitués de fibres de verre, c'est vraiment le matériau d'isolation par excellence. Donc, en fait, comment ça marche, cette isolation thermique? Si vous, dans le cadre d'un projet, vous deviez fabriquer un matériau qui soit un bon isolant thermique à partir de matériaux relativement courants, comment est-ce que vous y prendriez? Peut-être que vous commenceriez à regarder ce qui est fait dans l'habitat traditionnel, par exemple dans les igloos ou dans les toits en chaume. Ou peut-être que vous regarderiez du côté de la fourrure de ce sympathique yak qui se protège très bien du froid. Qu'est-ce qu'il y a comme point commun entre ces différents matériaux et la laine de verre, qui est un matériau constitué de fibres très fines, de quelques microns de diamètre, reliées entre elles par un liant, par une colle. Alors en fait, le point commun, ce n'est pas la glace, ce n'est pas la paille, la fourrure, ni le verre, c'est en fait l'air. Le point commun à tous ces matériaux isolants, c'est qu'ils sont constitués de plein de petites poches d'air bien immobiles, séparées par un matériau de faible conductivité thermique. Donc, on va revenir un peu aux bases de la physique des transferts thermiques. Quand vous voulez faire un matériau qui soit un très bon isolant thermique, vous avez besoin de bloquer tous les mécanismes de transfert de la chaleur, la conduction, donc le transfert de proche en proche de la chaleur, la convection, et c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment des petites poches séparées ici par nos fibres qui vont empêcher des transferts à grande échelle par des écoulements de la chaleur, et puis la radiation. Et pour ça, on a besoin d'avoir un matériau qui joue comme un miroir pour les transferts par radiation. Alors, pour caractériser les performances thermiques d'un matériau, on utilise un coefficient qui est le lambda, qui est utilisé pour caractériser la conduction thermique des matériaux, c'est-à-dire quelle est la puissance, l'énergie par unité de temps qui va traverser une certaine épaisseur de matériau pour un certain gradient thermique. En fait, le meilleur matériau, enfin, les gaz sont des matériaux avec une faible conductivité thermique. C'est pour ça qu'on veut isoler avec beaucoup d'air et peu de matériaux, puisque c'est une échelle logarithmique ici. Vous voyez que les solides, le verre, par exemple, ont une conductivité thermique, un lambda qui est beaucoup plus élevé. Alors, ce lambda, on peut l'utiliser aussi pour caractériser des systèmes en entier, pas seulement des matériaux, et classer les différentes solutions d'isolation. Donc, dans ce diagramme, vous avez sur l'axe des abscisses le lambda. Donc, plus on va vers la gauche, meilleure est l'isolation thermique. On veut un lambda faible. Et vous avez en ordonnée le coût relatif de différentes solutions pour une certaine isolation thermique. Alors pourquoi est-ce qu'on représente le coût? Parce que on en a parlé au début. Eh bien, l'isolation thermique des bâtiments, c'est vraiment une priorité pour réduire l'empreinte carbone du bâtiment. Et dans ces cas-là, il faut absolument des solutions qui soient abordables, qui puissent être déployées de manière facile
à la fois dans le bâtiment neuf, avec des normes exigeantes, mais aussi en rénovation. C'est pour ça qu'il faut vraiment regarder ce compromis entre performance et prix. Et la laine de verre, c'est cette ellipse jaune GW Glass Wool, où vous voyez que c'est un compromis qui est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment pas très cher et ça a des performances thermiques qui sont bonnes puisque la conductivité thermique de l'air, c'est 25. Donc, avec les meilleures laines de verre, on atteint des conductivités thermiques qui sont proches de celles de l'air. Alors, comment est-ce qu'on atteint ces performances? Eh bien, il faut regarder vraiment ces différents mécanismes de transfert thermique, à la fois la conduction dans l'air, la conduction dans le solide, dans les différentes fibres de verre, et puis les transferts radiatifs qui sont représentés comme ça, additionnés dans ce diagramme, qui montre la conductivité totale en fonction de la densité. Donc ça, c'est des modèles qui existent depuis la fin des années 50. Hein, c'est ce qu'on appelle le modèle de Larkin, des transferts thermiques. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a en fait un compromis sur la densité. Parce que donc la densité, c'est vraiment combien de fibres vous allez chercher à voir dans un certain volume d'air. Parce que si vous avez très peu de fibres, en fait, le matériau va être peu dense et donc les infrarouges, les transferts par radiation, vont traverser sans problème votre matériau et vous allez avoir une contribution importante des transferts radiatifs. Il n'y aura pas assez d'arrêt de ces transferts radiatifs. Par contre, si vous commencez à avoir un matériau qui est extrêmement dense, la partie verte ici, qui est la partie de conduction à travers les fibres de verre, va augmenter doucement et commencer à devenir trop importante. Et donc, la densité idéale, elle se situe entre les deux. Ça, c'est des choses qui sont très optimisées dans les groupes qui travaillent sur les transferts thermiques dans le centre de recherche. Il y a aussi des compromis à faire avec les performances mécaniques de la laine de verre. Alors ce compromis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le déplacer si on arrive à jouer sur le diamètre de la laine de verre, sur avoir des fibres plus petites, plus fines, parce que si on a des fibres plus fines, eh bien, on garde la même taille des petites poches d'air, mais on a moins de conduction. Et au cours des dernières années, on a beaucoup travaillé sur réduire le diamètre de ces fibres de verre. Comment est-ce qu'on a fait ça? Alors, je vous dis déjà deux mots sur le procédé pour fibrer le verre. Le procédé, en fait, c'est le même que celui pour faire de la barbe à papa. Alors, je sais que ce n'est pas très sympa de vous parler de barbe à papa alors qu'il est midi moins le quart et qu'on commence tous à avoir faim. Mais c'est vraiment la même idée, c'est-à-dire qu'on va avoir une assiette avec des petits trous qui va tourner très vite et des filaments de liquide ou du sucre liquide ou du verre liquide qui vont être expulsés par la force centrifuge et qui vont se figer en refroidissant. Donc c'est vraiment comme ça qu'on fait aussi le verre avec ces assiettes qui tournent très vite. Donc c'est un peu comme la barbe à papa, mais c'est de la barbe à papa à 1000 degrés, demi-tour par minute, et une assiette de fibrage comme cela fait 30 tonnes par jour, pour vous donner quelques ordres de grandeur. Et donc, je vous le disais, on a beaucoup amélioré le procédé pour arriver à avoir des fibres de plus en plus petites, plus fines, avec un travail important sur l'hydrodynamique de ces procédés, la thermique aussi, pour bien contrôler la vitesse à laquelle les fibres vont refroidir. Une des dernières innovations sur ces procédés, ça a été de pouvoir fibrer du verre à très haute température, donc un travail cette fois-ci de métallurgie pour la composition des assiettes de fibrage, pour pouvoir avoir des fibres de verre qui ensuite résistent bien aux très hautes températures pour des applications anti-incendie. Voilà pour la laine de verre. Et je vous avais dit qu'il y avait un petit ingrédient surprise sur les matériaux à base de verre. Donc, la laine de verre, on l'utilise dans la rénovation beaucoup.
évidemment dans les bâtiments neufs, mais il faut aussi pouvoir l'utiliser en rénovation. Et dans ces cas-là, quand on veut imperméabiliser les panneaux d'isolation qu'on met, eh bien, on utilise ce qui s'appelle des voiles de verre, qui sont cette fois-ci des tissus à base de fibres de verre qui sont beaucoup plus épaisses et qui ont d'excellentes propriétés mécaniques. Vraiment, on peut tirer dessus très fort, ça résiste très bien, qui sont extrêmement inertes chimiquement, qui résistent bien aux UV et qui peuvent faire une sorte d'enveloppe vraiment pour fermer un bâtiment. Ça ouvre plein de perspectives pour changer la manière dont on construit les bâtiments, en particulier pour aller vers de la construction plus légère, pour réduire la quantité de béton qu'on met dans les bâtiments. Vous savez que le béton, par le biais du ciment, a une forte empreinte carbone. Et si on utilise pour faire des cloisons des matériaux plus légers, comme par exemple des plaques de plâtre, eh bien là encore, on peut venir fermer l'enveloppe avec ces voiles de verre et du coup aller vers une construction qui est plus légère et avec une plus faible empreinte carbone. Donc, je vais maintenant, dans une dernière partie, passer au verre, au vitrage, puisque c'est ce à quoi on pense plus naturellement quand on pense au verre dans la construction. Ce verre qui laisse entrer la lumière, qui permet d'avoir de la vue sur l'extérieur. Et quand vous voyez un bâtiment ici avec une surface toute vitrée, bon, on a une belle vue, mais quid de la thermique? Est-ce que vraiment on n'a pas froid en hiver ou très chaud en été? Donc, maintenant, je vais vous parler des couches minces qu'on met à la surface du verre et qui permet d'avoir des performances qui en fait se rapprochent de celles d'un mur correctement isolé. Alors, qu'est-ce qu'on veut que ces couches minces nous apportent? On veut une isolation thermique, comme par exemple dans cet hôtel que vous avez en Autriche. Pour la petite histoire, c'est la clinique qu'on a dans le James Bond Spectre, et où là, vous avez des triples vitrages extrêmement bien isolés qui permettent d'avoir un bon confort thermique, même quand il peut faire très froid à l'extérieur. Donc, cette isolation thermique, c'est sympa dans James Bond, mais on veut aussi pouvoir l'avoir vraiment en standard, chez soi, dans sa chambre à coucher. Donc, garder la chaleur de l'intérieur. Mais on veut aussi parfois juste limiter l'apport de chaleur par le soleil. C'est le cas dans les bâtiments non résidentiels, par exemple comme dans la tour Saint-Gobain ici, où vous voyez qu'il y a une très grande surface vitrée et on ne veut pas avoir trop chaud en été. Donc là, il s'agit plutôt de limiter l'apport thermique par le soleil. Donc, comment est-ce qu'on donne des propriétés d'isolation thermique au verre? Le verre tout seul n'a pas une très bonne isolation thermique. Donc là, j'ai mis différentes valeurs de ce qu'on appelle le coefficient U. C'est un peu comme le coefficient lambda dont je parlais avant, mais pour caractériser tout un système. Donc on caractérise plutôt 1 mètre carré de système plutôt que un matériau lui-même. Et donc, ce qu'on va vouloir, c'est minimiser ce U qui traduit les pertes thermiques. Donc, un mur mal isolé, c'est une valeur de 2. Bien isolé, on tombe à 0,4. Donc ça peut être une cible. Un verre tout seul, c'est 5,5. Ça conduit bien la chaleur. Ce n'est pas une très bonne isolation. Dès qu'on passe à une solution double vitrage, eh bien, on met de l'air bien isolant, on coupe la convection, on tombe à 2,5. Il nous reste des transferts par radiation. Et ce sont ces transferts par radiation que les couches minces dont on va parler vont venir couper ces transferts. Et quand on passe à un triple vitrage, où, donc là, c'est la solution qu'on a dans l'hôtel de James Bond, donc on a dans les pays froids, dans ces cas-là, avec plusieurs couches minces, eh bien, on atteint des performances qui valent celles des murs bien isolés. Alors, comment est-ce qu'on les dépose, ces couches minces? Il y a plein de technologies qui permettent de déposer des couches minces sur du verre, mais pour l'industrie du verre plat, on utilise ce qui s'appelle
la pulvérisation cathodique par voie magnétron, où c'est une technologie sous vide, où on a un plasma qui va venir détacher des particules d'une cible qu'on appelle la cathode, et ces particules, qui peuvent être des métaux, des oxydes, vont ensuite se déposer sur la vitre en verre qui est en train de se déplacer sous le plasma. Donc c'est une technologie qui vient plutôt des spécialités optiques, pas de l'industrie du bâtiment, mais qui a été adaptée aux contraintes de l'industrie du bâtiment, en particulier au fait de pouvoir déposer des couches sur des vitres qui sont extrêmement grandes. Un plateau de verre, c'est 3 fois 6 mètres. Donc 3 mètres, c'est la largeur de ce coteur industriel. Vous voyez la longueur là, qui est extrêmement grande, c'est à peu près la taille d'un bonhomme ici. Et dans ces cas-là, on a beaucoup de cathodes différentes qui permettent de déposer beaucoup de matériaux différents et de déposer comme ça des stacks qui sont complexes et avec beaucoup de contraintes sur l'homogénéité, sur la rapidité de déposition pour l'optimisation des cadences. Voilà. Alors voici une vue zoomée sur à quoi ça ressemble ces couches minces une fois qu'elles sont déposées sur le verre, une image de microscopie électronique. Vous voyez que c'est un empilement de couches, certaines diélectriques, certaines métalliques, et en particulier, on retrouve ici 2 couches d'argent, donc l'argent, c'est le matériau qui est utilisé par exemple dans les miroirs que vous avez chez vous, et l'argent, quand il est déposé sous des couches très très minces comme ça, va laisser passer le rayonnement dans le visible, mais va faire miroir pour les infrarouges et donc permettre de garder la chaleur dans une pièce. Et dans ces cas-là, ce qu'on cherche, c'est à optimiser ces performances de l'argent. Ce que vous pouvez voir, c'est que ce n'est pas très facile d'avoir un argent qui est extrêmement continu, extrêmement plat. Quand c'est le cas, on a des meilleures propriétés de réflexion de l'infrarouge, d'isolation thermique. Vous voyez aussi que c'est très petit, hein, on a à peu près 250 nanomètres pour l'épaisseur totale du verre, et donc c'est des empilements qui sont extrêmement fragiles. Voilà. Donc j'avais prévu pas mal de choses pour vous parler de la R&D qu'on fait sur ces couches minces, mais le temps passe vite, donc je vais quand même passer vite pour vous parler plus tôt. Je vais passer sur cette partie recherche, tant pis, mais éventuellement on pourra y revenir si vous avez des questions, pour vous parler plus sur quelques innovations qu'on a apportées dans le centre de recherche sur ces couches minces, en commençant par un procédé de recuit par laser de ces couches minces, parce que je vous ai dit, les couches d'argent, on veut qu'elles soient le plus homogènes, le plus plates possible. Dans ces cas-là, ce qui peut bien marcher, c'est de recuire l'argent à haute température, mais parfois on veut le faire sans recuire le verre en dessous pour éviter des phénomènes de migration entre le verre et les couches minces. Et dans ces cas-là, on a mis au point un procédé à base de recuit laser, donc une nappe laser de 3 mètres de large. Ça a beaucoup de contraintes sur le plan thermomécanique de mettre au point un procédé, mais c'est quelque chose qui a été mis au point au départ dans notre centre de recherche. Et donc le laser va venir chauffer l'argent, permettre à l'argent de diffuser, au grain de se consolider. Et ça a permis vraiment une rupture des performances de l'argent. Donc, ce que vous avez ici, c'est la capacité à réfléchir l'infrarouge. Plus c'est bas, mieux c'est. Et on a gagné en fait 20% de performance quand on a introduit cette technologie à base de recuit laser. Une autre innovation qu'on a apportée, c'est des solutions à base de revêtement liquide pour protéger les couches minces. Je vous l'ai dit, 200 nanomètres, c'est extrêmement fin, et la moindre rayure, la corrosion par l'eau peut venir complètement délaminer les couches minces, et dans ces cas-là, vraiment atténuer les performances d'isolation thermique.
Et ce qu'on a proposé, c'est des revêtements à base de polymère qu'on dépose à la surface du verre, donc vraiment par des voies liquides. Et donc ça n'a pas l'air très joli vu comme ça. Ça floute la vision à travers le verre. Mais l'astuce, c'est qu'il s'agit d'un revêtement sacrificiel. Et quand dans le verre pour le bâtiment, qui doit être recuit pour, être du verre trempé, pour des questions de sécurité, eh bien, dans ces cas-là, on va faire disparaître cette couche et retrouver juste les couches minces en dessous. Une dernière innovation dont je voudrais parler, c'est tout ce qui est verre actif, c'est-à-dire des verres dont les propriétés peuvent évoluer en fonction de certains stimulus. Dans certains cas, par exemple pour l'industrie automobile, on commence à utiliser des technologies à base de cristaux liquides qui permettent de passer de verres transparents à des verres diffusants, des verres plus ou moins opaques. Et c'est cette idée qu'on retrouve aussi dans les verres électrochromes, sur lesquels on travaille beaucoup dans le centre de recherche, qui peuvent changer de teinte et de niveau de transmission ou d'absorption en fonction d'un champ électrique qui est appliqué, ce qui permet en particulier de limiter l'utilisation de l'air conditionné en été. Comment ça marche? Si vous avez ici une vue en coupe des couches minces qui sont utilisées, en fait, on forme une mini batterie. C'est vraiment un système électrochimique à base d'ions lithium qui vont pouvoir passer d'une électrode à une autre. Et selon l'état du lithium, on aura ou un état transparent ou alors cette teinte foncée. Voilà. Donc, c'est la fin de ma présentation. Donc, je vous ai montré différentes utilisations du verre dans la construction, où on peut imaginer que pour des bâtiments de plus en plus durables, on aura bien sûr une isolation thermique qui sera de plus en plus performante, des vitrages à couches où je n'ai pas eu le temps d'en parler beaucoup, mais où on optimise vraiment la réponse optique pour avoir le plus de transmission lumineuse tout en optimisant les transferts thermiques ou en gardant la chaleur dans une pièce ou en empêchant la chaleur de rentrer. Et puis les voiles de verre qui sont aussi des solutions très intéressantes pour la mécanique. Quelque chose que vous avez peut-être pu voir dans la présentation, c'est que j'ai parlé finalement de phénomènes physiques qui sont très variés, que ce soit des réactions chimiques entre les matières premières du verre, des phénomènes de thermique, de génie des procédés, de physique du solide, d'optique, et qu'on a vraiment besoin de compétences très variées de physique, de chimie, de procédés pour répondre à ces questions et de personnes qui ont envie de travailler à plusieurs sur ces sujets. Merci beaucoup et maintenant je serai très heureuse de répondre à vos questions. Je vais arrêter le partage pour vous voir. Voilà. Alors... Merci Emmanuel pour cet exposé très clair et très pédagogique sur l'ensemble des activités de Saint-Gobain autour du verre et surtout avec cette ligne directrice qui est la construction durable. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de questions qui vont se poser. Alors, pour poser les questions, soit vous pouvez lever la main. Il y a une petite icône sur l'application Zoom et puis poser directement votre question. Donc, je pense que les micros ou les caméras, enfin, les autorisations sont données à tout le monde pour prendre la parole. Ou sinon, au travers du chat, il y a des questions déjà un petit peu dans le chat. Je peux commencer par prendre les questions. Si tu veux les prendre une à une, si tu veux, ou sinon... So I'll switch to English for the first question, which was written in English. So do you hire in Saint-Gobain people who speak just English or French is required? We do hire people who speak only English. We have several recent examples of people coming really from all over the world. Usually, we hope that people will learn French when they arrive. We give them training, but they have time to learn. And English is really the working language for written communication. We also have R&D studies with
businesses who are all over the world, in India, in Germany, in the US. So in these cases, of course, all the work is done in English. So it's not a problem not to speak French as long as you're willing to learn, because it can make communication smoother with your colleagues, especially with research technicians who are not always fluent in French and who are happy to be able to have some of the communication in French. Although we have really good research technicians who are really willing to speak English as well. So basically, the short answer is yes, English is okay. Je repasse en français. Donc, merci à ceux qui ont essayé de proposer des réponses pour quelle est l'empreinte carbone du bâtiment. Je vois qu'il y avait des réponses qui étaient extrêmement proches, comme 40-35%. Voilà, des personnes qui sont bien informées, c'est vraiment super. Une question, est-ce qu'il est intéressant d'inventer des fours hybrides, méthane plus hydrogène plus électricité pour la fusion du verre? Super question. Donc, oui, ça peut être intéressant parce que les flammes, en fait, c'est un moyen vraiment très pratique d'apporter une grande quantité d'énergie au bain de verre, vraiment dans un grand volume. Et donc, garder une partie à base de flammes, ça peut permettre vraiment de ne pas trop adapter les procédés, de rester sur le design des fours existants, mais de réduire l'empreinte carbone assez vite. Et par contre, dans ces cas-là, on peut penser à ce qu'on appelle du boosting électrique pour apporter une certaine fraction d'électricité qui permettrait de réduire l'énergie des brûleurs. Une combinaison méthane-hydrogène, c'est des choses auxquelles on pense aussi, au moins dans des phases d'essai, puisque quand on change le procédé, on ne va pas passer tout d'un coup au 100% hydrogène parce qu'il faut voir comment ça se passe. Mais c'est plus pour une étape de transition parce que le méthane d'origine fossile, c'est vraiment quelque chose dont il faut se débarrasser. Mais tout à fait, ces approches hybrides, c'est des choses auxquelles on réfléchit et parce que vous avez pu le voir dans ma présentation, c'est pas si facile que ça de trouver des procédés alternatifs et donc il faut combiner plusieurs bonnes idées. Il faut voir aussi que les fours verriers, ce sont des installations qui fonctionnent pendant très longtemps. Une fois qu'on construit un four, déjà c'est 150 millions d'euros d'investissement pour faire un nouveau four, donc c'est pas des choses qu'on fait tous les jours. Et puis, on le fait fonctionner pendant 15 ans, pendant 20 ans de suite, sans qu'il s'arrête, avant de le rénover, c'est-à-dire de changer complètement les réfractaires. Mais ça, je vous dis ça pour dire que, en fait, les fours de 2050, eh bien, en 2030, c'est le moment où on va les construire. Donc, c'est pour ça qu'il faut avancer assez vite sur les technologies. Et si on veut changer des choses dès aujourd'hui, les technologies hybrides sont intéressantes. Excuse-moi Emmanuel, je rebondis là sur parce que sur ce chapitre et ce sujet. Quand tu parlais d'hydrogène, justement, je voulais savoir si Saint-Gobain était impliqué dans la production, ou en tout cas de la recherche sur la production de l'hydrogène, ou si là, il s'agit de son utilisation uniquement. Merci pour la question, Xavier. Alors là, je vous ai parlé du verre, où c'est avant tout comme utilisateur d'hydrogène, mais on travaille aussi à certaines technologies sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, puisque c'est vraiment toute une filière qui est en train de se mettre en place. Et pour l'électrolyse de l'eau, en fait, il y a plusieurs manières de faire de l'électrolyse. En particulier, une des voies qui est la plus efficace sur le plan du rendement énergétique, c'est l'électrolyse à haute température. Et dans ces cas-là, on a besoin de céramique qui résiste très bien à la corrosion. Et on a des activités sur le design de céramique spécifiquement pour justement l'électrolyse de l'eau. On a aussi des activités pour tout ce qui est joint avec l'hydrogène, son stockage, son transport.
C'est une très petite molécule, l'hydrogène, donc il y a des questions sur vraiment avoir des joints les plus étanches possibles. Donc on a aussi certaines activités de R&D ou certains produits pour ces parties-là. D'accord. Voilà. Ensuite, donc Louis avait une question sur est-ce qu'il y a des équipes travaillant sur les propriétés du verre, mais à une échelle microscopique ou quantique. J'ai abordé ça, oui, tu disais Louis que tu avais eu la réponse, donc on travaille sur les formulations du verre, donc là, on regarde vraiment des choses, par exemple à l'échelle de la structure du verre, de sa réponse optique. On peut faire de la dynamique moléculaire, des choses comme ça, regarder la diffusion. Donc oui, à l'échelle R&D, on a des activités de ce type-là. Une question ensuite par rapport aux isolants d'origine végétale qui donnent souvent un confort thermique, en particulier lorsqu'il fait très chaud. Tout à fait. Donc, on peut penser par exemple à la laine de bois ou au chanvre. Alors, attends, excuse-moi, Emmanuel, je pense que c'était une question qui ne devait pas être pour tout le monde parce que je ne la vois pas. Donc, peut-être moi, je la vois pas apparaître. Ça doit être c'était un message direct. C'était un message direct. Tu peux redonner la question. Dans ces cas-là, je vais prendre les autres questions, mais est-ce que Francis peut taper sa question dans le chat pour tout le monde? Oui, comme ça, on aura tous la question, oui. Voilà, super. Très bien. Après, il y a une question sur le sable et son origine. Tout à fait. Donc, où est-ce qu'on se fournit en sable et comment s'assurer que sa récolte se fait de manière respectueuse de l'environnement? Très bonne question. Donc, le sable pour le verre vient de carrières de sable et ce sont des provenances qui sont extrêmement contrôlées pour en particulier la pureté chimique. Par exemple, on a du sable qui vient de Fontainebleau. En fait, Saint-Gobain possède ces carrières de sable et gère tout le cycle des carrières, c'est-à-dire leur exploitation, et puis ensuite la transformation des carrières, la revégétalisation des carrières, etc. Donc, en fait, la provenance du sable est beaucoup plus contrôlée et exigeante que pour d'autres industries, par exemple pour le béton, parce que on veut en particulier une teneur en fer qui soit très, très faible. Et il y avait eu pas mal de questionnements il y a quelques années avec des documentaires sur est-ce qu'on va avoir des pénuries de sable, est-ce que il faut interdire ce qui est fait dans certains pays, qui est très discutable, sur aller racler le fond de la mer pour venir chercher du sable. Alors, ça, ce n'est pas du tout des choses qu'on fait pour l'industrie du verre. Déjà, on n'a pas la tentation de le faire, heureusement, parce que ce n'est pas du sable qui a les bonnes propriétés chimiques. Et on a plutôt nos filières de carrière qui sont gérées de manière durable. Alors, ce sont des ressources naturelles qui sont extraites du sol, hein, avec toutes les problématiques des carrières, mais qui sont extraites depuis longtemps avec justement une transformation des carrières après l'utilisation et pas de problème de pénurie a priori. Voilà. Donc voilà, donc je crois. Alors, ah non, pardon. Oui, la question d'après, c'était mobilité dans l'entreprise de la R&D vers d'autres activités de Saint-Gobain. Avez-vous des exemples en tête et vers quel secteur de l'entreprise partent-ils? Tout à fait. Donc, les exemples sont en fait très variés. Donc, si je prends l'exemple de mon centre de recherche, Saint-Gobain Recherche Paris, les personnes qui arrivent après une thèse, après un postdoctorat, vont travailler quelques années, 3 ans, 5 ans, 6 ans, au début pour des études de recherche en lien avec les business. Et ensuite, il y a plusieurs choix vraiment pour continuer. Certaines personnes, donc, je l'ai dit, se spécialisent dans l'expertise
et donc vont plutôt avoir des projets toujours de R&D, mais de plus en plus transverses, de plus en plus structurés. Et d'autres personnes vont profiter du lien avec les différents business. Quand je dis business, ça va être le vitrage, ça va être les plaques de plâtre, ça va être les matériaux de spécialité, pour en savoir plus sur les activités de ces business, et vont choisir ou d'aller faire de la R&D souvent plus appliquée directement dans ces business, ou alors vont choisir de partir en production. Il y a des personnes qui travaillent vraiment sur des lignes de production, des personnes qui sont venues directeurs d'usine, directrices d'usine, des personnes qui vont travailler dans la direction de portefeuille R&D, c'est-à-dire que c'est plus la direction de la recherche, où on va superviser un certain nombre d'études de R&D et essayer de les orienter pour ensuite pouvoir appliquer directement les résultats. Certaines personnes travaillent dans le marketing, dans plutôt le positionner un certain nombre de produits par rapport aux besoins d'un marché. D'autres personnes travaillent en stratégie, dans le développement durable, dans tout ce qui est analyse de cycle de vie. Certaines personnes travaillent dans tout ce qu'on appelle l'industrie 4.0, c'est-à-dire la transformation des procédés industriels basés de plus en plus sur des capteurs, sur de l'automatisation. Donc ça a l'air vraiment d'être un peu un inventaire à l'après-vert, mais c'est parce que c'est en fait des métiers qui sont extrêmement variés et qui sont ouverts après la R&D. La recherche est vue comme vraiment une manière de bien former les gens, d'avoir des personnes qui réfléchissent vite, qui savent s'adapter, et donc ça ouvre beaucoup de portes. Voilà, j'espère que j'ai répondu un petit peu à la question. Ensuite, donc là, il y a la question de Francis qui est apparue. C'est ça. Oui, Oui. elle est réapparue sur Voilà, c'est bon. les isolants Sur naturels. les isolants d'origine végétale, voilà. C'est vraiment une histoire de compromis. C'est-à-dire que les isolants d'origine végétale, c'est intéressant pour le confort d'été, pour tout ce qui est en particulier gestion de l'humidité, puisque ça va stocker un certain temps l'humidité et permettre d'avoir un meilleur confort quand il fait chaud. Les performances thermiques sont plutôt un peu moins bonnes en termes de vraiment isolation, garder la chaleur en hiver. Et ensuite, sur le plan de l'empreinte carbone, eh bien, du coup, il faut voir d'où viennent les ressources végétales. Si on utilise des déchets végétaux, là, ça peut être vraiment intéressant. Il faut être sûr qu'on n'utilise pas du bois, par exemple, qui aurait pu être utilisé de manière différente. Donc, c'est vraiment une question de regarder tout le cycle de vie des matériaux. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans ces questions de réduction de l'empreinte carbone. Parce que, par exemple, quand on dit isolant d'origine végétale, souvent il y a des additifs, notamment pour les propriétés anti-feu, pour que ça ne se fasse pas grignoter par des petites bêtes. Et ces additifs, ils ne sont pas toujours très sympas, donc il faut être sûr qu'on a choisi les bons, que du coup, c'est pas trop cher, que sur l'empreinte carbone, c'est correct. En tout cas, Saint-Gobain travaille aussi sur la laine de bois. On a une filiale qui s'appelle Isonat, comme Isovert, c'est pour la laine de verre, et qui fournit des solutions à base de laine de bois. Voilà. Ensuite, Alors, il y a une question sur un peu la transition industrie appliquée, recherche appliquée et industrie. Ah. Alors, comment j'ai vécu la transition entre l'industrie? Est-ce que j'ai eu l'impression d'avoir un background adapté? Alors, merci pour la question. Et moi, je rajouterais là-dessus peut-être une vision, ton approche plus personnelle sur la vision de la place de la femme, justement, pas particulièrement à Saint-Gobain, mais plus généralement à R&D. Est-ce qu'il y a toujours des plafonds de verre? Quelle est la politique qui est suivie d'ailleurs par Saint-Gobain? Est-ce qu'elle est proactive? Est-ce qu'il y a des quotas? Je ne sais pas. Tu peux rajouter ça aussi à la question. Très bien, je vais faire tout d'un coup.
Alors, par rapport à mon background de physique théorique, il y a physique théorique et puis aussi, je vais rajouter le fait que je me suis intéressée assez tard à l'entreprise. Moi, j'ai étudié à l'ENS à Paris, donc les entreprises pendant très longtemps, moi, vraiment, je ne savais pas trop ce que c'était. Je m'y suis intéressée sur le tard. Donc, sur le plan des compétences scientifiques, je n'ai pas eu l'impression d'être décalée parce que oui, j'ai travaillé sur des sujets de sciences des matériaux où j'ai dû me former sur le tas à la chimie du verre. Il y a plein de choses que j'ai dû apprendre et que je ne savais pas. Par contre, le fait d'avoir une formation solide en physique théorique, en matière molle, d'être capable de faire de la modélisation numérique, des raisonnements théoriques, analytiques, ça m'a beaucoup servi. Et dans tous les cas, vous n'aurez pas toutes les compétences. Il faudra apprendre des choses sur le tas. Donc ça ne m'a pas gêné de venir d'un background scientifique différent, d'autant plus que j'ai pu échanger avec des collègues qui, eux, avaient des spécialités différentes et apprendre d'eux. Par contre, c'est clair qu'il faut être prêt à apprendre des nouvelles choses, à partir du principe qu'on ne saura pas tout, que y a des sujets où on sera un peu à la ramasse au début, ça c'est sûr. Par contre, là où je n'avais pas forcément un background adapté, c'est connaître le fonctionnement d'une entreprise, le fait que, par exemple, les projets, ils ont des objectifs qui sont parfois à plus court terme. Mais bon, ça reste des équipes de personnes qui travaillent entre elles. Donc finalement, du moment que on a des personnes qui nous expliquent bien quels sont les objectifs, qu'on voit que l'important, c'est du travail scientifique, d'appliquer cette démarche scientifique pour des résultats appliqués à la fin, qu'on doit bien garder ses objectifs en tête, les choses se sont bien passées. Par rapport à la question des femmes, donc, moi j'ai eu la chance d'arriver à Saint-Gobain à un moment où il y avait déjà depuis plusieurs années une directrice du centre de recherche, une personne qui était vraiment très sensible au fait que c'était important d'avoir des femmes en R&D, ne serait-ce que pour pouvoir avoir plus de talent. Il y a tellement de femmes talentueuses que ce serait vraiment bête de les décourager. Et qu'il y avait déjà une proportion de femmes qui n'était pas celle qu'il y a aujourd'hui, mais qui était importante et où il y avait aussi une atmosphère qui était bienveillante pour tous, avec pas de comportement déplacé ou quoi que ce soit. Donc, j'ai eu la chance de vraiment toujours bien m'en sortir et c'est peut-être plus en fait dans le monde académique, ça je suis un peu désolée de le dire, mais parfois d'avoir certaines réflexions de certains professeurs qui n'avaient pas forcément l'habitude de voir des jeunes femmes s'affirmer, bon, ça n'a jamais été très méchant, hein, mais et puis j'avais cet environnement justement du quotidien qui pousse plutôt les femmes à avoir confiance en elles, qui fait que du coup, il n'y a eu aucun problème. On a, pour la petite histoire, en ce moment, une direction qui est assez féminine dans le centre de recherche, hein, puisque donc moi, je suis la directrice scientifique, et puis la directrice du centre, la directrice générale, donc c'est une directrice, Hélène Lanibois, et dans l'équipe de direction, on a des hommes et des femmes, et dans les postes de chef de groupe, c'est aussi assez bien réparti. Là où donc il n'y a pas de quota, mais par contre, on porte vraiment de l'attention au quotidien. Je sais que quand moi je regarde les recrutements et quand j'ai trop souvent des séries de CV masculins qui m'arrivent, j'appelle le chef de groupe pour dire mais qu'est-ce qui se passe là Où sont les femmes? Donc c'est plutôt des discussions comme ça du quotidien et puis une attention à certaines choses très pratico-pratiques, d'être sûr de bien préparer les congés maternité, d'être sûr qu'on en a bien discuté en amont, que la personne aura
un environnement serein pour pouvoir revenir ensuite sans problème. Alors, on a aussi beaucoup plus d'hommes qui prennent des congés paternité, donc ça équilibre aussi bien, pas seulement le mois, mais les quelques mois de congé parental, je voulais dire. Donc, c'est un mélange de conviction et puis d'attention à comment ça se passe dans la pratique, je dirais. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Rémi. Ah oui, complètement, complètement. Je pense que ça se ressent en premier, peut-être au niveau de la recherche, mais après, ça va plus transparaître peut-être au niveau des usines par la suite. Ouais. Ok, alors je sais pas, il y a encore une question sur le recyclage. Et le recyclage fait également partie de la durabilité. Quel est le pourcentage de matériaux recyclés est utilisé dans la production du verre? Okay. Mais il y avait aussi une question de Marzena avant que je ne voudrais Oui, pas. avant. Oui, ah oui, Je vais je l'ai les prendre sauté, dans l'ordre pardon. parce que sinon j'ai Oui, vraiment oui, peur de oui, les excuse-moi, perdre. oui. Alors, sur les carrières, les postes sont constamment annoncés. Avez-vous des suggestions pour les postdocs qui ont déjà une bonne expérience en recherche, mais j'aimerais passer à l'industrie? Parce que tu as dit Je ne suis pas qu'effectivement, sûre. la politique de Saint-Gobain Recherche, moi je l'ai vu au cours des années, qui a basculé finalement d'un recrutement essentiellement d'ingénieurs vers un recrutement De complètement docteur. maintenant de docteurs, soit docteur-ingénieur, soit docteur tout court. Oui, oui. Et ça a bien évolué. Mais là, la question se pose sur une personne peut-être qui aurait fait déjà pas mal de postdoc, qui aurait développé une certaine parcours au niveau académique. Alors, est-ce que ça peut être un frein au recrutement? Je pense que c'est ça la question. Alors, on recrute tout à fait des personnes qui ont plusieurs postdocs. Il faut que vous arriviez à mettre en valeur cette expérience de postdoc dans, dans l'écriture du CV, dans la lettre de motivation, ou si vous avez eu des entretiens, lors des entretiens, qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de maturité par rapport au sujet de recherche, en termes d'avoir traité des sujets différents, et puis bien justifier aussi pourquoi finalement maintenant ça vous intéresse d'aller dans l'industrie. En fait, nous, ça ne nous gêne pas de savoir qu'on était un plan B. Je le dis de manière très décomplexée, c'est-à-dire que si vous avez voulu rentrer au CNRS, être maître de conférence, maîtresse de conférence, c'est très compétitif et ça ne marche pas à tous les coups. Et si quelqu'un nous explique, moi j'étais tenté par le CNRS, mais finalement j'ai pas envie de faire 10 ans de postdoc, c'est trop compliqué, etc. Et maintenant je pense à l'industrie. Ce qu'il faut juste nous expliquer, c'est que vous pensez être heureux ou heureuse dans l'industrie. C'est-à-dire que vraiment vous comprenez comment ça marche, que vous allez vous adapter à des sujets qui sont sur des temps plus courts que la recherche fondamentale, que avoir ce compromis entre résultats à court terme et quand même développement des compétences qui est important dans le centre de recherche, vous l'avez bien compris, que le travail en équipe, c'est quelque chose qui vous plaît, parce que ça, j'insiste à nouveau dessus. Dans le monde académique, on a parfois un peu plus le professeur, son laboratoire, des choses qui sont très personnalisées. Dans les sujets de recherche appliquée, eh bien, c'est plus plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour répondre à une question et à la limite, peu importe la contribution d'une personne individuellement à la fin. Ce qu'il faut, c'est arriver à collaborer. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Ce n'est pas un frein d'avoir fait plusieurs postdocs. Il faut juste nous convaincre que vraiment, ça vous a servi à apprendre plein de choses et que vous ne serez pas frustré ensuite de travailler en recherche industrielle plutôt que dans la recherche académique. Voilà. On va Une prendre la question sur le dernière question. recyclage. Voilà. Pour réduire le recyclage... Donc, quel est le pourcentage de matériaux recyclés utilisés dans la production? Alors, ça dépend des systèmes pour le verre, parce que par exemple, pour la laine de verre, c'est une partie vraiment importante. Alors, je ne suis plus complètement sûre de l'ordre de grandeur, là j'avoue, mais en fait, quand vous faites de la laine de verre pour les fours, pour l'isolation,
on a, je crois, 60-70% de verre qui vient de verre recyclé. En fait, c'est beaucoup de verre recyclé qui vient des bouteilles, parce que justement, il y a cette question de filière industrielle à mettre en place. Mais on est en train de mettre en place aussi une filière pour la déconstruction des chantiers et récupérer la laine de verre qui est restée 20 ans, 15 ans dans les murs, et ensuite pouvoir la remettre dans des fours, ce qui implique des procédés assez modifiés. Et alors, je ne sais pas si la question était sur les matériaux de construction en général, hein. Dans le verre à vitre, le pourcentage est plus faible. Alors, on met du calcin, du verre recyclé, mais il s'agit en général de calcin de l'usine elle-même, c'est-à-dire par exemple des chutes de découpe quand on a découpé par exemple les bords du ruban de verre pour que la qualité soit parfaite. Donc ça, on le remet ensuite dans le procédé. Mais par contre, on ne met pas ou peu de verre recyclé qui aurait été utilisé dans du bâtiment. Pour parler d'autres matériaux, sur le plâtre, par exemple, les plaques de plâtre, on utilise un certain pourcentage de plâtre recyclé. Et à chaque fois, le recyclage, c'est super intéressant. C'est des thématiques sur lesquelles on travaille énormément dans le centre de recherche. Il y a plein de questions de pureté des matériaux qu'on met. Liées à ces questions de pureté, il y a des questions liées à la déconstruction, à la séparation des systèmes qu'on a dans le bâtiment, comment séparer des matériaux composites. Vous savez par exemple que les pales des éoliennes, c'est très compliqué à recycler parce qu'on a cette colle qui est sur les fibres de carbone, de verre et qu'on arrive mal à séparer. On a les mêmes problématiques. Et ce qui fait qu'on travaille vraiment sur le recyclage et la déconstruction à plein d'échelles différentes, à l'échelle de l'interface, vraiment les liaisons chimiques entre différents matériaux, à l'échelle des sollicitations mécaniques qu'on peut avoir pour séparer des matériaux, à des procédés de séparation, de pyrolyse, de solvolyse, etc. Et puis les questions économiques ensuite de filière. Voilà. Alors, je crois qu'Abeille, tu avais une question depuis Oui, tout à l'heure. il y avait Abeille, je l'ai fait attendre, mais je préférais. C'est précieux que les jeunes, les étudiants posent des questions. C'est parce que c'est notre plus jeune étudiant, donc voilà, on le fait passer à la fin. Exactement. On le garde pour la fin. Je vais revenir sur des questions matériaux, justement. Et avant ça, j'aimerais remercier d'abord nos auditeurs parce que visiblement, ils sont fidèles, ils sont intéressés, ils posent beaucoup de questions. Ça, c'est très bien. C'est super, toutes ces questions. Il nous reste encore 3 conférences et même, j'ai cru reconnaître, si je ne me trompe pas sur le nom, un de nos futurs conférenciers parce que Francis Schmitt va parler sur l'acier en mars, que c'est sympa d'être venu. Et aussi, bien sûr, remercier Emmanuel pour cette super présentation qui m'a vraiment intéressé beaucoup parce que je suis en plein dans un projet de rénovation thermique chez moi. Moi, c'est déjà fait, donc c'est bon. Je suis en plein dans les lambda et les U. Alors, une des questions, c'était effectivement, les lambda et les U sont importantes, mais c'est aussi l'inertie thermique qui est importante, non? Parce que, disons, la nuit, on arrête de chauffer, mais à quel point par exemple, si on prend la laine de verre, du point de vue de l'inertie thermique, est-ce qu'on peut augmenter ses propriétés en faisant des laines hybrides ou des choses comme ça? Tout à fait. Enfin, l'inertie thermique, c'est quelque chose auquel on réfléchit aussi, notamment pour le confort d'été, hein, parce que vraiment en été, au moins sous les climats européens, c'est ce moment où on espère pouvoir un peu de fraîcheur de la nuit qui se prolonge pendant la journée ensuite. Et alors, on essaye vraiment plusieurs solutions. Quelque chose qui est un petit peu regardé, c'est tout ce qui est matériaux à changement de phase, qui permet de bénéficier de la chaleur latente de la transformation d'un matériau pour récupérer ou consommer de l'énergie. Donc ça peut être vraiment un moyen d'apporter de l'inertie à certaines solutions. Et cette question de l'inertie thermique, c'est aussi quelque chose qui fait un peu réfléchir à la construction légère. Construction légère, c'est construction en tout cas avec la plus faible empreinte carbone possible, mais
il faut garder quand même un peu de masse pour apporter de l'inertie thermique. Et du coup, comme souvent, la réponse, elle va être dans un compromis qui doit s'adapter un peu à chaque climat. Quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est que on fait aussi des recherches qui incluent de la modélisation climatique, qui permettent de coupler des solutions où vraiment on va faire des simulations de thermique avec des modèles d'un climat qui va varier d'un pays à l'autre ou même d'un quartier à un autre, hein, des modèles qui peuvent être à l'échelle d'un quartier en lien avec des laboratoires plus spécialisés en climatologie et puis en lien aussi avec quelque chose qui est super important, c'est prévoir les modèles énergétiques sur qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme électricité, décarbonée ou pas, selon les différents endroits. Donc là encore, c'est des approches qui sont très pluridisciplinaires et couplées. Voilà. Et puis, une deuxième question, et je finis après Rémi, et je te laisse la parole à toi. Parce que j'avais une question. Ah oui. Non, j'étais intrigué par cette histoire de voile de verre, parce que le verre, c'est quelque chose de cassant. Et comment on fait un voile de verre? En fait, c'est des polymères qu'on met dedans. Comment on change le matériau pour qu'il devienne un peu flexible, un peu voilà. Alors, les propriétés mécaniques qui sont très bonnes, elles vont être plutôt en tension. Parce que tu vois, on a ces fibres qui sont tissées et après, les sollicitations mécaniques, elles ne vont pas être trop en flexion. Elles vont plutôt être éventuellement en tension, en compression. Et pour ça, le verre a des très bonnes propriétés. Et puis, le fait aussi d'avoir un matériau qui est composite, quoi, qui est vraiment avec différentes fibres, ça fait qu'en fait, il n'est pas très fragile, parce que si tu casses à un endroit, eh ben, c'est juste une liaison entre deux fibres que tu vas casser. Donc, c'est le fait de passer d'un matériau complètement bulk à un matériau qui est hétérogène avec plusieurs phases. Et oui, il y a aussi toujours une phase qui est un liant, qui peut être un polymère, donc qui permet de combiner ces différentes propriétés. Voilà. Merci encore. Je t'en prie, merci. Emmanuel, moi j'avais une question peut-être un peu polémique vis-à-vis de l'engagement de neutralité carbone de Saint-Gobain en 2050. Tu l'as un peu évoqué pendant ton exposé, mais est-ce que cet engagement de neutralité carbone, il est vraiment sur le cycle de production du matériau, ou est-ce qu'il inclut aussi le devenir du matériau? C'est-à-dire, tu l'as bien dit, faire de la laine de verre, c'est fabuleux, ça consomme un peu d'énergie, mais ça permet d'en économiser tellement par la suite. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu cette hypocrisie des industriels derrière dans ce calcul, ou c'est vraiment une neutralité dans la production elle-même? On parle, alors déjà, merci de challenger un petit peu. Je pense que c'est important de demander des comptes aux personnes, parce que tout le monde veut être neutre en carbone. Il faut vérifier qu'il y a quelque chose derrière. C'est super important. Et là, il s'agit bien de l'empreinte carbone de Saint-Gobain, donc de la production, et même on compte ce qui s'appelle le scope 3. Alors ça, c'est un peu technique, c'est-à-dire le carbone, le CO2 qui a été émis pendant la production des matières premières qu'on a achetées. C'est le cas en particulier pour le carbonate de sodium qui est produit avec ce procédé Solvay. Donc on compte en fait le CO2 de nos fournisseurs aussi. D'accord ? Ce qui est une approche vraiment globale de notre empreinte carbone. Et non, on ne compte pas, on n'enlève pas le CO2 qui va être économisé pendant l'usage des bâtiments, parce que si on faisait ça, on n'aurait rien à faire. Hein. Vous seriez déjà à zéro. Bénéficiaire largement. Et non, ça c'est quelque chose où Saint-Gobain est carré là-dessus. Et je pense qu'au niveau du centre de recherche, les personnes qui nous rejoignent après une thèse sont très attentifs à ça. Il ne s'agit pas de mettre des choses sous le tapis, il s'agit vraiment de réduire ces tonnes de CO2 qu'on émet directement, de les faire disparaître. Voilà. Bien. Alors, je ne sais pas s'il y a une... J'ai l'impression que les questions, fait le tour des questions du chat. Voilà. Les questions se tarissent et puis l'heure avance aussi, effectivement. Voilà, c'est ça. Oui, j'ai peut-être temps de...
s'il n'y a pas vraiment d'autres questions, de conclure et de remercier à nouveau Emmanuel. Un grand merci Emmanuel. Un grand merci pour cette présentation très claire et pédagogique. Merci simple, mais qui nous a permis de voir en fait tous les facettes matériaux de Saint-Gobain. Donc, merci. Super. Merci beaucoup, et bonne fin de journée à tout le monde et à bientôt pour le prochain séminaire. Exactement. La bonne